Bonjour! Bonjour les gens, bonjour tout le monde, bonjour, salut le sang, ça va bien? Incroyable, bonjour! Installez-vous confortablement, bienvenue sur ce stream de la détente. Je viens de chercher une heure mes clés de voiture en forêt après une cueillette aux champignons. Tu les as retrouvées, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue. Hmm. Euh... Tant que les champignons sont bons. Ah ouais, ouais. Non, non, mais tranquille, hein. T'as pas d'ordre à me donner, je m'assois inconfortablement pour la peine. Fais ce que tu veux. Ah, il m'est arrivé un drame. Il m'est arrivé un drame terrible, mesdames et messieurs. Je suis très triste. J'ai perdu ma gourde. Ma gourde fête de l'UMA. J'avais une gourde fête de l'UMA depuis un an. C'était ma gourde officielle, elle me suivait partout. Sur mon bureau pour streamer, sur ma table de nuit, en voyage, en déplacement, tout ça. Bah, je l'ai perdu. Merci Moustix pour les 5 subs offerts au chat, c'est très généreux. Merci beaucoup Moustix. Et merci Antoulm qui s'est réabonné. Merci Jimmy Hero également. Merci Fimat aussi. Merci Blégan. Marzitien. Dame Zaza. Merci pour vos abonnements. J'ai acheté ton livre, mais maintenant il faudrait que tu puisses signer mon iPad. Vas-y, viens. Viens avec ton iPad à backseat et je te le signe avec un compas. Promis. Et donc du coup, je vous disais, ouais, j'ai perdu ma gourde, ma fidèle gourde de la fête de l'UMA. Je l'ai oubliée dans le train qui me ramenait de Clermont-Ferrand. Parce que j'ai passé le week-end à Clermont-Ferrand pour une dédicace de mon livre. C'était trop bien d'ailleurs. Merci les Clermontois d'être venus, c'était très cool. Vous étiez super nombreux, c'était chouette. Et dans le train du retour, j'ai perdu ma gourde. Je m'en suis rendu compte en arrivant chez moi que je l'avais oubliée dans le train. Je suis trop triste. Je suis trop triste et ma gourde. Bon, du coup, je l'ai remplacée par... parce que j'ai plein de gourdes à la maison, donc je l'ai remplacée par une gourde de la Zilane. Voilà, ça me rappelle l'époque où je remportais la Zilane. C'est la gourde de la Zilane 2023 en l'occurrence. Donc c'est désormais ma nouvelle gourde. C'est la gourde de la Zilane. T'as pas appelé les objets trouvés? Non, j'ai pas appelé les objets trouvés. Je vais pas me battre pour une gourde. Je vais pas me battre pour une gourde malgré la valeur sentimentale énorme de cette gourde. Je vais pas faire chier les agents de la SNCF pour ça. Je m'en rachèterai une l'année prochaine. Voilà. Pas grave. Gourde remplacée par la gourde du MEDEF. Ils font des gourdes le MEDEF? Est-ce que le MEDEF, ils ont une boutique en ligne? Attendez, excusez-moi, c'est important, c'est important. Espace presse, qui sommes-nous? Thématique, grand projet. Ref, je sais pas ce que c'est. Impact climat, d'accord. Moi, je veux la boutique. Mention légale, plan du site, contact, newsletter, MEDEF 2024. J'ai le regret de vous annoncer qu'il n'y a pas de boutique au MEDEF. Attends, une gourde Patrick Martin, moi ça me plairait, hein. Vous me connaissez, je suis du genre à acheter ce genre de conneries, hein. Bon, bah non. Tu peux en avoir une que si tu participes à la REF, qui est l'université d'été. Ah ouais? Bah faudrait que le MEDEF m'invite. Invitez-moi à parler à l'université d'été, je viendrai et je repartirai avec la gourde. Et je boirai dedans. Espace presse, qui sommes-nous? Non, université d'été, d'accord. Ah, il y a peut-être... Ouais. Il y a peut-être un site internet spécial des universités d'été. Non, c'est une page pourrie qui te renvoie vers la chaîne YouTube. laref.org. Attends, il y a Google qui me dit que c'est un site dangereux. Merci Hugo pour ton raid. On est en train de chercher s'il n'y a pas une boutique du MEDEF pour acheter des goodies. Nous, on veut des goodies MEDEF. Mais apparemment, il n'y en a pas. Et le site internet de leur université d'été est en rade. Laref.org, ça marche pas, hein, c'est un site tout pété. Ah, il y a la rêve jeunesse.
Pouvoir jeune. Le pouvoir jeune. Rencontre, contestation et impact. Revivez les pouvoirs, les temps forts de la rêve jeunesse. Regardez la rêve. La rêve, c'est la rencontre des entrepreneurs de France. Je suppose que c'est ça le. Et il y a que des vieux. C'est absolument génial. Bah bravo. Euh, Ok. Il y a Mathias Vichra. Ouais, il y a Mathias Vichra qui est invité, ancien patron de Sciences Po. Il y a Geoffroy Roux de Bézieux. Il y a Frédéric Dabi. Non, non, c'est extraordinaire la jeunesse. Bravo. Bravo le MEDEF. Bon, bah, il n'y a pas de boutique. Bah voilà, on est déçus, on est triste. On est triste, vous êtes triste, je suis triste. Il n'y a pas de boutique pour acheter une gourde du MEDEF. Du coup, je vais continuer à boire dans une gourde de la Zilane. Hmm. Donc voilà. La boutique Jean Massier, c'est quand? Jamais. Plutôt crevé. Déjà, la boutique Backseat, j'en fais pas beaucoup la pub. Euh, Donc voilà, donc j'étais très triste de perdre ma gourde de la fête de l'UMA. Et ben j'en rachèterai une l'année prochaine, c'est pas grave. Entre-temps, je vais boire là-dedans. J'ai quoi d'autre comme gourde? J'ai une gourde du The Haven, j'ai une gourde YouTube, j'ai une gourde d'une ONG, je sais plus laquelle. Ah bah si, c'est la Surfrider Foundation. Et j'en ai d'autres dans la cuisine, des gourdes. Je crois que je collectionne les gourdes en vrai. Alors que mon sweet backseat, c'est clairement mon doudou. Ah bah t'as bien raison. Une gourde backseat, je crois pas qu'il y ait de gourde backseat, hein. Je suis retourné sur le site Redbubble. Le site Redbubble pour les goodies backseats. Il y a des coques de téléphone. Ouais, j'avais cherché les coques de téléphone parce que j'en ai déjà une de coque de téléphone backseat. Achetez-la, elle est bien. C'est classe dans les dîners en ville. Non, moi ce que je voulais voir, c'était dans les catégories. Toutes les catégories. Vêtements, enfants, bébés, coque de téléphone, stickers, armural, maison, papeterie, bureau, accessoires. Ça doit être dans accessoires, non? Ah non, il y a que des bobs et des casquettes, des tote bags, un tapis de souris horrible. Il n'y a pas de gourde. Maison peut-être? Il y a des mugs. Achetez les mugs Backseat, hein. Je vous rappelle que ça rend le café meilleur. Euh, Ouais, ouais, achetez. Point d'exclamation shop dans le chat. Quel vendeur exceptionnel ce genre. Ah, t'as vu, je suis un très très bon commercial. Euh, Exclamation shop. Alors attendez, revue d'actu. J'ai reçu le livre de Pierre Rosanvallon, Les institutions invisibles. Dernier livre de Pierre Rosanvallon. 25,50 € aux éditions du Seuil. Il me l'a pas dédicacé. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Ça s'appelle donc Les institutions invisibles. Autorité, confiance, légitimité. Le sentiment spontané de leur centralité dans le fonctionnement des sociétés voisines avec le flou de leur caractérisation. En retraçant l'histoire longue de leur appréhension, ce livre propose de les comprendre comme des institutions invisibles. Je vous rappelle qu'on parle d'autorité, confiance et légitimité. Institutions, car elles ont une fonction de production du commun et de description dans la durée des rapports économiques, sociaux et politiques. Mais invisibles, car elles ne se sont pas définies par des règles et des statuts, ni dotées d'une capacité de contrainte. Elles sont un effet constitué par la nature et la qualité des relations entre individus et entre individus et organisations. Autorité, confiance et légitimité s'entrelacent sur ce mode pour faire système. Cette conceptualisation permet d'élargir le cadre d'analyse des sociétés contemporaines tout en l'inscrivant dans une histoire comparative renouvelée. Elle ouvre simultanément des perspectives pour agir en vue de surmonter la perplexité des intelligences et l'assèchement des imaginations qui nourrissent aujourd'hui le fatalisme résigné à l'ombre duquel prospèrent les mirages populistes. Il y a beaucoup de mots, Pierre. C'est d'accord, mais ça pique un peu le niveau de tout ce qui est cerveau. Parce que nous, on est un peu débile. Enfin, je te rappelle qu'on est sur Twitch, hein, je veux dire, donc on est quand même. Enfin, voilà, c'est le bas du panier, quoi.
Euh, ça a l'air passionnant. Ça, il n'y a pas de sujet. Ça a l'air passionnant. Par contre, ça pique. Hein. La vache. Je me suis pris une tarte. Quelqu'un a du Doliprane? Ah bah non, il n'y a plus de Doliprane, c'est fini. C'est américain maintenant le Doliprane. Il faut boire du Mountain Dew. C'est le nouveau Doliprane. C'est obligatoire, c'est comme ça. Ça a l'air compliqué. Ouais, ça a l'air compliqué. Alors, j'ai aussi reçu le dernier livre de Salomé Saké, mesdames et messieurs. Salomé Saké. Le livre s'appelle Résister. Bon, elle a fait une faute d'orthographe parce que Résister, ça s'écrit avec un Y à la fin. Mais on lui en veut pas. Je crois que c'est un livre qu'elle a écrit assez vite. C'est aux éditions Payot, donc le meilleur éditeur du monde. Je vous rappelle quand même, hein, la meilleure maison d'édition du monde, c'est Payot. Parce que c'est la maison d'édition de Salomé et de Jean. Donc voilà, on achète. Et c'est un petit livre, hein, c'est pas très grand. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, dans les urnes comme dans les esprits, ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance, à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. Voilà. Petit livre qui a l'immense mérite également d'être à 5 balles seulement. Je crois que 5 euros, c'était le prix le plus bas que pouvait faire Payot. Donc voilà, personne ne va gagner d'argent avec ce livre, mais au moins il va se transmettre. Elle me l'a dédicacé, elle m'a fait une petite dédicace. Elle m'a écrit: Jean, un immense merci à toi qui résiste depuis des années sans jamais vaciller. Merci, merci, merci. Oh, merci Salomé. Bravo pour ce petit livre, Résister, 5 balles, achetez-le, il est bien. Let's go. Et puis, puisque vous êtes à la librairie, n'hésitez surtout pas, évidemment, au même moment, à acheter Les jeunes, c'est le présent, le livre de Jean Massier, toujours aux éditions Payot. Hein. Achetez-le, mangez-en, c'est bon pour la santé. Donc voilà. Hop. Je crois que c'est tout pour la librairie. J'ai rien d'autre à vous présenter. Il coûte 5 balles lui aussi. Non, mon livre à moi, il coûte 20 balles. Mon livre à moi, il coûte 20 euros. 19 euros, pour être précis. 19 euros. C'est parce qu'il y a une différence de... Comment dire? De qualité, quoi. Enfin, bref. Voilà. Quel connard. T'as eu le livre de Clément sur la pièce? Ouais, j'ai eu le livre de Clément, ouais. C'est pour réinjecter dans l'économie toute la moula. Ouais, réinjecter. Soutenez les libraires, c'est important. Achetez mon livre, soutenez les libraires. Jean, il met plus de beurre dans les épinards que Salomé. Non, mais Salomé, elle travaille pour Blast, alors c'est bon, elle a pas de problème de pognon. Je veux dire, croule sous l'argent, donc c'est bon, pas besoin de vendre des livres. Clément attend une dédicace, si j'ai bien compris. Oui, non, je sais, ça va être réparé un jour. C'est tout à fait prévu. C'est l'argent des marioles. Oh, vous êtes méchants. Oh là là. On peut plus expérimenter sur Internet. Hein. Vous êtes toujours en froid? Avec Clément? Ouais, on est toujours en froid avec Clément. Ouais, on est en froid. C'est le drama de la rentrée, je vous rappelle. Hein. Ah ouais, non, Clément et moi... Qu'est-ce que je vous dise? Y'a rien à dire. Il faut que Clément vienne le 5 novembre à la Concorde pour la dédicace. Ouais, absolument, venez à la Concorde le 5 novembre prochain. Je vous rappelle, un théâtre de la Concorde, 5 novembre, émission Backseat spéciale élection américaine, de 21h à 4h du mat'. Vous allez voir, ça va être un événement trop cool. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui ont pris leur place. Merci, soyez les bienvenus. Je vous rappelle que vous venez à l'heure que vous voulez. Hein. Il y a pas de... Évidemment, ça commence à 21h, mais si vous devez coucher les gosses et tout, et vous arrivez à 23h, il n'y a aucun problème. Vous venez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez, etc. Je vous rappelle que c'est gratos. Point d'exclamation annonce dans le chat pour prendre votre place. Et ramenez-vous, vous verrez, on est en train de concevoir l'événement pour que ce soit pas simplement un truc où vous êtes assis dans le public, etc. Il y aura des food trucks, il y aura des stands, etc. Enfin, on est en train de vous préparer un truc quand même. On est en train de vous mitonner un petit truc un peu sympa.
Et pour ceux qui sont pas sur place, vous inquiétez pas, vous mettez Backseat sur votre ordi ou sur la télé toute la soirée, jusqu'à 4 heures du mat. Vous dormez pas, je vous rappelle, c'est la règle, hein. Vous dormez pas jusqu'à 4 heures et on fait une nuit américaine avec des invités exceptionnels, avec des chercheurs, avec des journalistes, avec des duplex, avec des jeux. Ça va être le feu. Ça va être très beaucoup le feu. Hum. Je vous rappelle que c'est une émission spéciale Backseat que nous faisons en partenariat avec le Théâtre de la Concorde, avec le 1 Hebdo, avec la Fondation Jean Jaurès et avec Backseat. Soirée exceptionnelle, viandée. Euh... Attends, faut que je vous montre le visuel d'annonce, il est trop bien. Hop. C'est classe un peu ou pas? On a fait plusieurs visuels. On a fait plusieurs visuels avec la tronche de Kamala Harris et la tronche de Donald Trump pour vous inciter à venir soit sur place, soit regarder chez vous. Donc allez-y, partagez les visuels, ils sont beaux, vous les trouverez sur Insta, vous les trouverez sur Twitter, etc. Y a-t-il un Backseat jeudi? Ce jeudi, oui. Oui, 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 ce jeudi, il y a Backseat. Ce jeudi, il y a Backseat. Et je vous annoncerai demain, en fin de stream, le nom de l'invité politique. Ça va être très classe comme invité politique. Ça fait album vinyle des années 70. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Il faut que je retrouve. C'est Mathieu Persan, l'artiste. Mathieu Persan, l'artiste qui a fait les visuels. Et il y en a un autre de visuel, c'est celui-là, qui a été fait par Mathieu Persan. La nuit américaine au Théâtre de la Concorde. Suivez l'élection américaine en direct. Ça va être trop bien. C'est très beau, c'est classe, hein? La bannière étoilée. Bref, venez, ça va être le feu, on va bien rigoler. Et ce jeudi, venez aussi, hein, ce jeudi, ceux qui sont à Paris ce jeudi, prenez vos places, point d'exclamation place dans le chat, et venez assister à l'émission Backseat dans le public, et venez manger des nems et boire des bières après l'émission. Hmm. Il y aura des chroniques avec toi pour la nuit américaine? Oui, oui, il y aura des chroniqueurs et des chroniqueuses de Backseat. Il y aura aussi des invités hors Backseat qui vont venir nous apporter beaucoup de choses. Il y aura des jeux, il y aura... Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Il y aura beaucoup de monde, hein. On fait une émission de 21 h à 4 h du mat. Ça va circuler et tout, ça va être bien. Hmm. Euh, Avec du café, il y aura du café. Il y aura du café, venez, ça va être bien. Il y aura carrément du café. Bon, comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que tout roule pour vous? Est-ce que ça va? La politique, tout ça, ça roule pour vous? On est bon? Le budget, vous suivez? Les votes divers et variés? Tiens, d'ailleurs, ce jeudi, il y a Backseat, mais ce jeudi, c'est la niche parlementaire du Rassemblement national. C'est ce week-end, la niche. C'est pas ce week-end, c'est ce jeudi. Non, non, c'est ce jeudi, qu'est-ce que je raconte? 31 octobre, Halloween, l'extrême droite propose des lois. C'est une tradition. Bon, en l'occurrence, il propose une loi, le Rassemblement national, il propose l'abrogation de la réforme des retraites, qui divise beaucoup la gauche. On joue à se faire peur, oui, oui, oui. Toujours aussi consternant, mais on tient, mais on tient. Mais oui, oui, non, ça va bien se passer. Hum.
L'abrogation au prix de l'AME. La réforme de l'AME, je crois qu'il la propose aussi. Il faut que je vérifie la loi la plus attendue, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Les autres, j'ai pas encore regardé exactement l'alias. Hmm. Tu vas la stream, la niche du RN, ou tu veux pas t'infliger ça? Non, mais je peux pas, moi, c'est jeudi. Moi, le jeudi, je peux pas streamer, j'ai backseat. Hein. Moi, je dois préparer l'émission et tout. Hein. Non, non, malheureusement. Hmm. Bref, j'ai vu qu'il y avait le jour de carence des fonctionnaires aussi qui était dans le viseur du gouvernement pour faire des économies. Le jour de carence, je vous rappelle que c'est un jour sur lequel, quand vous déposez un arrêt maladie, vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas remboursé par l'assurance maladie. Et il y a de longues dates des négociations sur 1 jour, 2 jours, 3 jours de carence. Et en l'occurrence, le gouvernement veut aligner le régime de la fonction publique sur celui du privé et donc augmenter le nombre de jours de carence. Ça veut dire qu'on augmente le nombre de jours pendant lesquels les fonctionnaires ne seront pas payés lorsqu'ils ont un arrêt maladie. Donc on va passer de 1,5, 1,2, je sais plus, à 3 jours. Pourquoi ne pas mettre le privé à 1 jour plutôt? Parce que le but de la manœuvre, c'est d'économiser de l'argent. Le but de la manœuvre dans le budget de la sécurité sociale, c'est d'économiser du pognon. Hmm. Quelle est la logique derrière l'absence de ces jours de carence? Un avantage lié aux services rendus à l'État? Non, c'est juste que les régimes d'indemnisation de la sécurité sociale sont liés à des négociations avec les syndicats. Les gens du privé sont moins bien couverts que les gens du public parce que les gens du public ont obtenu plus une meilleure couverture. C'est tout. Euh, Ça dépend des conventions, exactement. Ça dépend des conventions qui ont été signées. En vrai, dans le privé, il y a beaucoup de boîtes qui compensent les 3 jours. Alors, le principe, effectivement, c'est que la règle nationale peut être outrepassée dans le cadre d'un accord plus avantageux pour les salariés. Si dans votre boîte, vous réussissez à obtenir la couverture de l'ensemble des jours de carence, vous pouvez tout à fait l'obtenir. Ça dépend des boîtes. Alors par contre, je suis incapable de te dire combien d'entreprises font ça, et surtout combien de salariés sont concernés. Ça, je sais pas. Les 2 tiers? Les 2 tiers des salariés sont concernés? Ah, ça fait beaucoup quand même. 2 tiers dans le privé sont concernés par une meilleure couverture des jours de carence. Et bah du coup, les salariés du public seront moins bien couverts que ceux du privé. C'est fou, hein? C'est surtout les mutuelles qui compensent. Bah oui, c'est au niveau de la négociation avec la mutuelle obligatoire que les entreprises accordent ça à leurs salariés. Ça dure depuis ce matin 8 heures. J'avais cru qu'il allait me foutre la paix pour mon stream. Depuis 15h30, ça allait mieux, il y avait moins de bruit et tout. Et là, visuellement, ça repart. Et le pire, c'est qu'il y en a plusieurs des apparts dans mon immeuble qui font des travaux. Là, en ce moment, il y a des mots dans l'ascenseur de partout en disant: Ah oui, nous aussi, on fait des travaux au 5e. Ah bah nous, on fait des travaux au 9e. Ah, super. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Ça devait pas être très intéressant. Je pense que la perceuse était plus intéressante que ce que j'étais en train de raconter. Euh, Tu vis dans un gratte-ciel aussi. Non, je vis pas dans un gratte-ciel. Je vis dans un immeuble à Paris. Rien de... Rien de spectaculaire. Hein. Le pire, je pense, c'est que je sais pas ce qu'il fait. C'est le plus frustrant. C'est que je sais pas s'il perce, s'il coupe, s'il...
Au demeurant, j'y connais rien en travaux. Hein. Je suis pas du tout quelqu'un de... Enfin, si, je suis quelqu'un d'assez pratique, mais pas au point de savoir exactement quel outil il utilise. Mais moi, je veux bien admettre qu'il perce. Je veux dire, je veux bien admettre qu'il perce, mais combien de trous il perce? C'est qu'il y a un moment, quand ça fait des jours que ça dure, c'est pour ça que je pense qu'il perce pas. Je pense qu'il fait autre chose. Il doit poser du parquet, je sais pas, il doit raser un truc, il doit poncer, je sais pas, mais combien de trous tu perces dans un appart, en vrai? Moi, j'en ai combien des trous percés là? J'en ai un, deux, trois, quatre. Dans ma chambre, j'en ai aucun. Dans ma salle de bain, il y en a deux. Dans la cuisine, il y en a plusieurs. Ça, effectivement, pour mettre les trucs, ouais. C'est peut-être une scie qui coupe. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt une scie. Je pense qu'il taille les pointes. Il taille les plaintes. Ça fait une ambiance. Je te jure que c'est pénible. Hein. Je te jure que c'est pénible. Quand c'est tellement fort que j'entends plus ma vidéo YouTube, j'estime qu'on est dans la torture. On rentre dans le domaine de la torture. On peut pas m'empêcher d'écouter YouTube. C'est pas possible. Ça, c'est un droit de l'homme. On touche pas. C'est un faux réduit, ça. Euh... Non mais vous allez devoir souffrir, hein. Vous allez devoir souffrir avec moi. Vous allez devoir souffrir avec moi, je veux rien savoir. Dis-lui de percer moins fort. Non, le truc qui me bute, c'est quand il y a des jours où ils font des travaux bruyants le matin et de la peinture l'après-midi. Les trucs qui font pas de bruit, ils le font quand tout le monde est réveillé, quoi. Moi, je suis pas spécialiste du planning des travaux, hein. Mais si vous pouviez inverser les deux, ça ferait du bien à tout le monde. Probablement qu'ils peuvent pas faire autrement. Mais non, mais je sais, évidemment, je me doute. C'est pour ça, moi je suis un voisin cool, hein, je suis pas du genre à gueuler et tout, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent. Le jour où moi je déciderai de faire des travaux chez moi, bah, je casserai les couilles à tous mes voisins autour de moi. Bon bah c'est comme ça, il y a des travaux, pas les empêcher de faire des travaux. T'es proprio? Non. Bah non, je suis locataire, c'est pour ça que je fais pas de travaux. Euh, Ils refont l'électricité. Sûrement. Non, non, mais ils ont raison. Non, mais moi, si j'étais proprio, je ferais des travaux, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Alors ça, je peux te dire que je ferais des travaux. Euh, Bref, j'ai quelques articles à lire sur des sujets d'actualité politique, sur des sujets passionnants. Il y a la question de François Hollande, président de la République. Les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu, mais c'est arrivé. Il fut un temps, c'est arrivé. Et ça pourrait réarriver. Ça pourrait réarriver. On va en parler. Mais avant ça, j'ai un article sur un autre prétendant potentiel putatif à la fonction suprême éventuellement. C'est Gabriel Attal. Où est-ce qu'il en est, Gabriel Attal? Qu'est-ce qui se passe? Gabriel Attal qui est à la tête du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, qui vise la présidence du parti également. On va voir ça ensemble. Un article de Robin D'Angelo pour Le Monde, la fragilité de Gabriel Attal, candidat putatif à la présidence de Renaissance. Pour commencer, on fait les choses par étapes. L'ancien Premier ministre tarde à officialiser sa candidature à la tête du parti présidentiel, notamment pour éviter une lutte fratricide avec Elisabeth Borne en plein débat sur le budget. À l'Assemblée nationale, celui qui est aussi le président du groupe éprouve déjà les limites de son leadership. On va voir ça. Intéressant. Ça m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai vu cette dernière phrase. Je me suis dit, tiens, je vais le lire en stream. Faut qu'on le découvre ensemble. Il y a d'abord eu l'hypothèse d'une annonce de candidature dans la foulée du dernier bureau exécutif de Renaissance, jeudi 10 octobre. Puis, l'imminence d'une officialisation avant l'examen en séance du projet de loi de finances, le 21 octobre. Finalement, Gabriel Attal ne s'est toujours pas déclaré candidat à la présidence de Renaissance. L'ancien Premier ministre ne serait pas spécialement pressé de le faire, à en croire son entourage, qui rappelle qu'il dispose encore d'une dizaine de jours pour déposer sa candidature jusqu'au 4 novembre, d'après les statuts du parti. Ok, donc il a jusqu'au 4 novembre et il prend son temps.
À la bonne école d'Emmanuel Macron, le candidat putatif à la présidence de Renaissance, putatif ça veut dire potentiel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, à la présidence de Renaissance prend donc son temps pour mieux imposer son rythme à Elisabeth Borne. La députée du Calvados est partie officiellement en campagne dès la fin du mois d'août. La stratégie est claire. Insuffler dans les esprits l'évidence que l'ancien Premier ministre a déjà gagné l'élection interne, sans même avoir à se déclarer. Et accessoirement, le préserver d'ouvrir une nouvelle guerre picrocolline, j'ai toujours du mal avec ce mot, une guerre picrocolline au regard de la bataille sur le budget à l'Assemblée nationale. Picrocolline, ça veut dire dérisoire. Oui, c'est ça. Donc Gabriel Attal ne veut pas se déclarer se déclarer candidat à la présidence du parti. Il essaye d'imposer l'idée que c'est même pas la peine. De toute façon, c'est évidemment lui qui va gagner. Donc c'est pas la peine de se battre. Et il veut éviter de se battre contre Elisabeth Borne. Ça ferait mauvais genre, alors que la bataille à l'Assemblée nationale est autrement plus importante. Chaque jour qui passe est aussi un moyen d'accentuer la pression déjà très forte sur Elisabeth Borne, afin qu'elle retire une candidature qui serait inéluctablement vouée à l'échec. Les soutiens de M. Attal craignent que le parti soit mis en péril par l'affrontement de deux anciens premiers ministres. Cela instille par la même occasion le doute sur la capacité du trentenaire à garantir la solidité de Renaissance en cas de concurrence interne. C'est vrai que ça la foutrait mal pour Gabriel Attal de ne pas être élu président de Renaissance avec un score écrasant. Je crois que la perceuse est d'accord avec moi d'ailleurs. Parce que je parle la perceuse depuis pas très longtemps, et la perceuse vous dit qu'effectivement, Gabriel Attal, il passerait pour un pignouf. S'il devait se battre contre Elisabeth Borne pour être président du parti, et qu'il était élu qu'avec 50% et quelques... un score perçant, exactement, un score perçant, bien sûr. Le député des Hauts-de-Seine, Gabriel Attal donc, souffrirait-il d'un tel déficit d'autorité qui ne peut pas se payer le luxe d'une candidature rivale ? À l'Assemblée nationale, celui qui est aussi le président du groupe Ensemble pour la République éprouve déjà les limites de son leadership. L'élection de l'écologiste Jérémy Yordanov à la vice-présidence de l'Assemblée nationale mardi 22 octobre en a été l'illustration. Et oui, il y a eu des divisions au sein du groupe EPR, et ça montre, je suis d'accord, un déficit de leadership de la part du président Gabriel Attal. Malgré les consignes explicites de M. Attal à ses troupes de voter pour la candidate du groupe droite républicaine Virginie Duby-Muller, celle-ci n'a pas été élue à cause d'un mauvais report de voix des députés du socle commun, les alliés de circonstance de la coalition gouvernementale. Les proches de Gabriel Attal ont beau accuser le MoDem de ne pas avoir joué le jeu, sous cap, plusieurs députés assurent que la dispersion vient aussi de leur rang où les consignes de leur président n'ont pas été suivies par divergences stratégiques. C'est pas la peine d'accuser le MoDem de pas jouer collectif. Il y a aussi des gens en interne au groupe EPR qui n'ont pas joué collectif. Et ça la fout mal pour Gabriel Attal. Ouais. La perceuse. Non, mais oui, non, je suis d'accord. Oui, après, ça dépend, faut voir. Parce que si Gabriel Attal se maintient... Après, bon, non, mais je vois ce que tu veux dire, le débat sur le budget a aussi souligné la difficulté du président d'EPR à imposer une ligne claire. Après des semaines de cacophonie entre les menaces de censure en cas de hausse d'impôts et appel à rompre avec le dogme, à peine acté l'abandon d'une opposition à toute nouvelle taxe pour se concentrer sur le but de guerre des cotisations patronales, Gérald Darmanin remettait une pièce dans la machine. Avec 21 députés européens, j'ai envie de crever! Ça va, vous? T'inquiète, on n'entend rien. Ah, mais moi j'entends, c'est-à-dire que moi j'ai du mal à suivre ma propre voix, tellement ça fait du bruit chez moi. En même temps, j'ai un casque ouvert, donc...
Non mais il coupe quoi là? Il perce quoi là? C'est bon. Si tu veux t'arrêter et reprendre demain, on t'en voudra pas. Mais non, je vais arrêter le stream. Attendez, on est en train de lire un article vachement intéressant sur le leadership de Gabriel Attal et la concurrence pour la présidence de Renaissance. Merde. J'en étais où? À peine acté l'abandon d'une opposition à toute nouvelle taxe pour se concentrer sur le but de guerre des cotisations patronales, Gérald Darmanin remettait une pièce dans la machine. Avec 21 députés de PR, il signait un texte dans La Tribune dimanche du 20 octobre pour demander à l'État de céder 10% de ses participations dans les entreprises cotées en bourse, suscitant la perplexité dans les boucles WhatsApp du groupe, mais également chez leur allié du bloc central. Gérald Darmanin fout le bordel dans le groupe. L'un d'eux, membre du gouvernement, s'irrite du manque de fiabilité de Gabriel Attal, qui ne peut rien garantir parce qu'il n'a pas de poids sur son groupe. Et ça, dans la perspective actuelle des débats parlementaires sur le budget, c'est l'enfer pour le gouvernement. Le gouvernement, il a besoin de il a besoin de pouvoir se fonder sur un socle de députés disciplinés, où on sait à peu près ce qu'ils vont déposer, on sait à peu près ce qu'ils vont signer, on sait à peu près ce qu'ils vont voter. Et là, visiblement, les membres du gouvernement eux-mêmes, ils sont en mode, mais en fait, c'est la roulette russe, l'Assemblée. Personne ne vote de la même manière, Gabriel Attal n'a pas d'autorité. T'es fou. Conscient de ces contraintes, le président de PR, donc Gabriel Attal, s'est astreint à garantir une liberté de vote à ses députés dès les premières réunions de la nouvelle législature. Alors la liberté de vote, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'inverse de la discipline de vote. Il y a des groupes politiques qui ont des disciplines de vote, qui se mettent d'accord collectivement en début de mandature pour dire bon, on est d'accord qu'on vote la même chose sur la réforme des retraites, on est d'accord qu'on vote la même chose sur la réforme de l'immigration, on est d'accord qu'on vote la même chose sur le budget, on est d'accord qu'on est d'accord politiquement. Donc on se coordonne, on organise nos travaux ensemble et on fait bloc de manière commune pour mieux peser sur les débats et réussir à faire passer nos amendements. Gabriel Attal, dès le début, il a dit non, a priori, liberté de vote, faites ce que vous voulez. Donc forcément, comment tu veux préparer un débat parlementaire ? Comment tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour ménager les sensibilités, il a choisi de promouvoir 2 députés apparentés comme porte-parole sur les 6 que compte le groupe. Le moyen de tenir ensemble et de permettre à toutes les voix de s'exprimer, reconnaît un conseiller de l'ancien Premier ministre. À moins d'y voir un leadership par défaut, analyse un ancien membre du gouvernement Borne. Il y a un truc que je vous invite à garder à l'esprit dans cette faiblesse de Gabriel Attal, c'est qu'il a besoin de garder la cohésion du groupe. Or, la cohésion du groupe, elle est très difficile à tenir dans l'attelage gouvernemental qu'on a actuellement. Je pense que Gabriel Attal, ce qui lui fait le plus peur, c'est de voir des députés se barrer. Des députés du groupe qui, ne reconnaissant pas l'autorité de Gabriel Attal et ne voulant pas suivre la discipline de vote, décideraient de se casser pour créer le fameux groupe social-démocrate dont on a déjà parlé. Donc Gabriel Attal, sa faiblesse est en réalité ce leadership par défaut qui est analysé par un proche d'Attal, de Borne, je suis d'accord. Il n'a pas vraiment le choix en fait. En privé, des députés font part de leur souhait de se mettre en retrait d'un groupe dont ils n'identifient plus les valeurs, quand d'autres décrivent un état proche du burn-out. Les critiques commencent à poindre sur le pilotage de leur président, regrettant l'absence d'espace de discussion pour clarifier plusieurs sujets, parmi lesquels le flou sur leur positionnement vis-à-vis de Michel Barnier, ou à l'égard du Rassemblement national. En creux, la crainte que leurs électeurs leur tiennent rigueur en cas d'élection législative anticipée. Bah ouais. Je suis d'accord avec ces députés. C'est quoi l'identité du groupe Renaissance? Est-ce que c'est un groupe qui soutient Michel Barnier? Est-ce que c'est un groupe qui est copain avec le RN? Est-ce que c'est un groupe qui maintient sa liberté ou pas? Est-ce que c'est un groupe qui est fidèle à Emmanuel Macron en tout et pour tout? Ces critiques ne sont pas nouvelles au sein du groupe macroniste, mais la perspective de l'élection présidentielle de 2027 accroît le sentiment d'un décalage entre les intérêts des députés et ceux de leurs dirigeants. À l'un de ses interlocuteurs, Gabriel Attal a récemment confié qu'il ne souhaitait pas rester à tout prix à la tête de PR, mais craindre son explosion en cas de départ alors que la formation traverse une crise existentielle. Être sur la ligne de front de l'hémicycle garantit aux députés des Hauts-de-Seine une forte exposition médiatique. Son image pourrait aussi en pâtir au gré des l'enlisement législatif.
L'ancien Premier ministre ne cache pas à ses proches sa lucidité sur le risque de retomber en bas des sondages, alors que les rivalités pourraient s'exacerber dans les semaines à venir. Il est lucide, Gabriel Attal, effectivement. Au sein de Renaissance, il n'a échappé à personne que le mouvement de Gérald Darmanin, populaire, lancé le 29 septembre lors de la rentrée politique à Tourcoing, est présenté comme un cercle de réflexion, dispose d'une association de financement de partis politiques. Le député du Nord organise d'ailleurs un petit déjeuner inaugural mercredi 30 octobre sur le thème du travail, avec comme premier invité l'ancien directeur adjoint du MEDEF, Antoine Fouché. D'ici là, Gabriel Attal aura peut-être officialisé sa candidature à la tête de Renaissance. Très bien cette conclusion d'article qui souligne qu'il y a un petit Gérald Darmanin qui est en embuscade dans toutes ces histoires. Et si Gérald Darmanin proposait sa candidature, est-ce que ça mettrait à terre celle de Gabriel Attal ou pas? Donc effectivement, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est cette idée que le groupe EPR, le parti Renaissance, est en pleine crise d'identité politique, parce que pendant 7 ans, son identité politique, c'était le soutien à Emmanuel Macron. Mais désormais, c'est plus Emmanuel Macron qui a le pouvoir, c'est Michel Barnier. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans une forme de soutien critique? Est-ce qu'on est dans un suivisme absolu? Est-ce qu'on se permet de voter des amendements avec la gauche? Est-ce que c'est peut-être la première fois de son histoire que le groupe EPR doit se poser cette question-là. Avant, c'était un groupe majoritaire, donc la question ne se posait pas. Quand vous êtes dans la majorité, vous êtes dans la majorité, vous suivez le gouvernement et voilà, et vous défendez ce que fait le gouvernement. En somme, EPR ne sait pas être un parti d'opposition. Alors, je suis d'accord avec toi, mais attention, EPR n'a pas vocation à être un parti d'opposition à Michel Barnier. C'est pas le jeu. Mais ils n'ont pas non plus vocation à être un soutien absolu sur toutes les positions de Michel Barnier, d'autant que Michel Barnier est un gouvernement faible. Donc, et puis par ailleurs, Michel Barnier n'a pas vocation à truster le haut des sondages et des enquêtes d'opinion. Donc, si tu veux sauver ta peau, t'as intérêt à faire comprendre à tes électeurs que tu n'es pas solidaire du bilan de Michel Barnier. C'est exactement ce que font les Républicains. C'est exactement ce que font les Républicains. C'est encore plus ce que font le RN. Donc voilà. EPR ne comprend pas le dépassement. EPR doit se dépasser. C'est dur. Le bal des hypocrites. Vous verrez, vous verrez. Vous verrez. Ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Un jour viendra, vous soutiendrez un gouvernement. Et vous verrez la fin. Le moment où tu te poses la question de savoir si tu as vraiment envie d'être solidaire du bilan. De tout le bilan. C'est normal. C'est le jeu d'une majorité en fin de vie. Tout le bilan, rien que le bilan. Oui, 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 tout le bilan, sauf exception. Il y a des trucs qu'on veut pas assumer. Tchoum, 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 tchoum. Attends, c'était quoi cet article-là que je voulais lire? Non. Non, ça m'intéresse pas. Est-ce que Gabriel Attal représente vraiment quelque chose? Bien sûr. Gabriel Attal représente la continuité du macronisme. Avec la jeunesse comme argument. Et une bonne cote de popularité. Gabriel Attal fait partie des personnalités politiques préférées des Français. Alors ça a toujours été à double tranchant ce truc-là, là, des personnalités politiques préférées des Français, parce que souvent, les Français préfèrent des politiques qui sont pas au pouvoir. Qui sont responsables de rien, qui n'ont pas de bilan à assumer, voire qui ont laissé un bon souvenir. C'est comme ça que par exemple Jack Lang a été une personnalité politique préférée des Français pendant des décennies, parce qu'il a été ministre de la Culture à l'époque de Mitterrand. Mais voilà. Je me souviens que Nicolas Sarkozy avait gagné une bonne cote de popularité pendant les années Hollande. Puis bon, dès qu'il s'était présenté à la tête de LR, il s'était recassé la gueule, quoi.
Renaissance a-t-il vocation à survivre à Macron? Bah oui, de la même manière que l'UDF a vocation à survivre a eu vocation à survivre à Giscard. Donc, moralité, ne soyez pas au pouvoir, vous serez populaire. Non, c'est plus précis que ça. La moralité, c'est soyez au pouvoir, vous serez populaire 20 ans plus tard. Si vous avez laissé un bon souvenir. Est-ce que Macron va survivre à Macron? Ah, ça c'est une bonne question à garder en tête, parce que je vous rappelle qu'Emmanuel Macron est un président jeune. Emmanuel Macron, ça se trouve, dans les années 2040, il va revenir. Hein. Tu crois que Macron sera populaire un jour? Je sais pas. Mais c'est possible, ouais, rétrospectivement. Quand après Macron, Jean-Luc Mélenchon aura fait 2 quinquennats, peut-être des Français qui se diront c'était bien les années Macron, rétrospectivement. C'était mieux. La perceuse est pas d'accord. Non, la perceuse est pas d'accord. À 200% sûr que non. La vie politique française est remplie de pronostics foirés. On a tous les contre-exemples de l'histoire qui nous montrent que c'est plus compliqué que ça. T'en connais un rayon. Ah oui, j'en ai vu. J'en ai vu des plus jamais, des... Ouais, ouais. Ils pensent quoi les 68ards de De Gaulle? Non mais, quand tu vois le nombre d'anciens 68ards qui sont devenus sarkozystes, t'es en mode, ah ouais, ah oui, donc en fait, d'accord. Non, non, c'est intéressant, c'est intéressant. D'accord. Ouais, ouais. Puisqu'on parle d'anciens, faut qu'on parle de François Hollande. Il y a un article de Libé qui fait le profil de François Hollande. Redevenu député de Corrèze en juillet, l'ancien président veut peser dans une potentielle renaissance de la social-démocratie et n'a rien perdu de ses ambitions élyséennes. François Hollande va-t-il revenir à la présidence de la République française? C'est possible. La mi-juin approche à grands pas. François Hollande rassemble autour de lui une poignée de fidèles dans ses bureaux parisiens de la rue de Rivoli, avec vue imprenable sur le jardin des Tuileries. L'heure est venue de débriefer le 20h de TF1, durant lequel l'ancien président a affirmé approuver l'accord noué par les socialistes, les insoumis, les écologistes et les communistes pour constituer le nouveau Front populaire, pour mener la bataille des législatives déclenchée par la dissolution de l'Assemblée nationale. Ses communicants, Gaspard Ganzer et Robert Zarader, l'ont poussé à s'exprimer au JT le plus regardé de France et sont ravis de voir que leur recommandation a été suivie. Seulement, les 2 hommes aimeraient que l'ex-chef de l'État aille plus loin. « Tu as fait un premier pas, maintenant présente-toi », souffle-t-il devant un Laurent Geoffrin qui manque de s'étouffer. Laurent Geoffrin, c'est l'ex-patron de Libé et du Nouvel Obs, et qui est proche de François Hollande. Être candidat dans une alliance avec LFI, ce n'est pas sérieux, grogne en substance l'ancien patron de Libé, ami proche de l'hôte du jour. Mais Hollande ne balaye pas l'hypothèse d'un revers de main. Y retourner, donc à l'époque, je vous rappelle que là, la scène qu'on décrit, c'était avant que François Hollande soit candidat aux législatives sous la bannière NFP. Et il venait de dire qu'il était pour le NFP. Y retourner, le risque est grand. Une défaite, chez lui, en Corrèze, marquerait définitivement la fin de sa vie politique. Si tu perds dans ton jardin, tu n'as plus qu'à rester ici planter des choux rue de Rivoli, le titillent les 2 conseillers.
L'idée de revenir dans l'arène fait son chemin dans l'esprit de l'ancien patron du Parti socialiste. Le 15 juin, en fin de matinée, l'ex-locataire de l'Élysée prend tout le monde par surprise, y compris la direction du PS, en annonçant sa candidature aux législatives depuis Tulle. Tulle en Corrèze, le chef-lieu de la Corrèze. J'ai estimé que la situation était grave. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir depuis la Libération. Comment rester indifférent, s'explique-t-il. 3 semaines plus tard, François Hollande est réélu député. Retour donc à la case départ, à l'Assemblée nationale où il a siégé pendant 20 ans entre 1988 et 2012. Comme par le passé, l'ancien locataire de l'Élysée participe assidûment aux réunions hebdomadaires de son groupe, où il prend régulièrement la parole pour donner son avis sur les sujets débattus, parfois avec humour. Qu'importe son statut, la grande majorité de ses petits camarades le tutoient. Ce qui, au début, n'a pas forcément été simple pour tout le monde, et notamment pour ceux qui ont travaillé à ses côtés ou dans des cabinets ministériels durant son mandat élyséen. Comme le président du groupe Boris Vallaud. Ah bah oui, Boris Vallaud, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc Boris Vallaud, il s'adressait à lui en disant « Monsieur le Président » pendant des années. « Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président ». Et là, c'est « Salut François, comment tu vas ?» Voilà. Ce n'est pas un passager clandestin. Lou Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon, aujourd'hui député, aux côtés de son ami Hollande. Dans un groupe dans l'opposition, depuis 7 ans, ça compte d'avoir une personne de ce niveau qui a connu l'exercice de l'État. Les amis de l'ancien président assurent qu'il se plaît beaucoup au Palais Bourbon. J'essaye de partager mon expérience et de travailler à la cohésion et à l'efficacité du travail parlementaire. C'est un lieu qui permet de tisser des liens et de préparer les échéances futures, explique auprès de l'IB François Hollande, qui n'a pas encore pris part au débat dans l'hémicycle. Un de ses fidèles prévient, il préférera toujours le terrain au travail purement parlementaire. Justement, l'ancien premier secrétaire du PS arpente le terrain depuis des semaines. Au-delà des marchés et des comices agricoles de sa circonscription du nord de la Corrèze, Hollande multiplie les déplacements aux 4 coins du pays. Souvent pour des séances de dédicaces et des conférences autour de son dernier livre, Le défi de gouverner. La gauche et le pouvoir de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours, aux éditions Perrin. Dans cet ouvrage de plus de 400 pages, l'ex-magistrat de la Cour des comptes retrace le rapport particulier entre la gauche et le pouvoir à travers les époques. Du cartel des gauches de 1924 au nouveau Front populaire, en passant par son propre mandat présidentiel. Il se prononce évidemment aussi sur l'avenir de la gauche et estime qu'elle ne pourra retrouver le pouvoir que lorsque les idées portées par la social-démocratie auront été capables de s'imposer en son sein et dans le pays. Et donc, quand le rapport de force interne à la gauche, entre celle dite radicale, incarnée par Jean-Luc Mélenchon, et celle dite de gouvernement, selon ses mots, aura été inversé. Avec François, c'est toujours le même mode opératoire. On sort un livre tous les 6 mois et enchaîne avec un tour de France et une tournée médiatique. Ricane, un de ses anciens ministres. C'est vrai. En homme politique expérimenté, 70 ans depuis août, il sait l'importance de ce genre de déplacement. L'objectif est de garder le contact. Redevenu député, je ne suis plus seulement dans une position, disons, académique pour délivrer une parole ou présenter un livre. La politique, c'est affirmer une force parlementaire, animer le débat d'idées, former des militants et convaincre les élus de participer davantage à la politique nationale, décrypte-t-il. De l'inauguration d'une mairie dans la petite ville d'Aveluy, dans le Nord, à une journée d'été dédiée à Jean Jaurès dans le Tarn, souvent sous la pluie, Hollande accepte les invitations partout, tout le temps. L'accueil y est souvent bon et ses demandes de selfies nombreuses. Il paraît qu'effectivement, le livre que François Hollande a publié après 2017 a été un best-seller et qu'il était très bien accueilli dans les librairies où il faisait des dédicaces. Il paraît qu'il y a eu un vrai succès de librairie et un engouement local pour François Hollande à ce moment-là. Je retrouve un peu l'ambiance que je connaissais déjà quand j'étais à la tête du PS ou pendant les primaires de 2011, note le député de Corrèze. Serait-ce le retour d'une hype Hollande ? Je ne crois pas. Les gens sont juste contents et honorés de rencontrer un ancien président. Entre demander une photo à quelqu'un et voter pour lui, le fossé est immense. Je rappelle qu'il n'a pas su se représenter à cause de son impopularité. Grince un porte-flingue de l'actuel patron du PS, Olivier Faure, preuve que les rancunes peuvent être tenaces. Au retour de François Hollande à l'Assemblée nationale, beaucoup se sont étonnés de sa mesure envers le premier secrétaire du parti. Entre les deux hommes,
les rapports se sont compliqués depuis plusieurs années. L'ancien chef de l'État n'a ni apprécié l'inventaire sans concession de son quinquennat entrepris par son ancien conseiller, ni le fait qu'il ait fait entrer le PS dans une alliance avec la France insoumise. Comme si rien ne s'était passé, Hollande et Faure étaient apparus plutôt complices lors de la rentrée des députés roses, socialistes, au mois de juillet, posant tout sourire devant les photographes. Je le trouve très surprenant, je ne le reconnais pas, reconnaissait un député fauriste en septembre. Je l'ai plusieurs fois entendu dire « Je suis d'accord avec Olivier Faure ». Il apparaît comme un élément modérateur des divisions au sein du PS, observe le président du groupe PS au Sénat, Patrick Kanner. Je suis assez d'accord avec Patrick Kanner, d'autant que la notion de modération, elle est centrale dans l'identité politique de François Hollande à la tête du Parti socialiste, parce que pendant des décennies, il a été on l'appelait l'homme de la synthèse. Il faisait la synthèse du Parti socialiste. Le Parti socialiste est un parti éclaté entre des tendances très différentes, entre la gauche du PS, Henri Emmanuelli, comment il s'appelait, il y avait Jean-Luc Mélenchon évidemment, et la droite avec Dominique Strauss-Kahn et Emmanuel Valls. François Hollande, c'était l'homme de la synthèse. C'était l'homme qui conservait l'unité du Parti socialiste. Donc c'est pas un homme de clivage. C'est plutôt un homme de rassemblement, François Hollande. C'est ce qui lui a permis de se conserver à la tête, et c'est en partie d'ailleurs ce qui lui a permis d'être élu en 2011 à la primaire socialiste. Toutefois, ce temps-là est déjà révolu. Le 8 octobre, l'ex-maire de Tulle, donc le temps qui est révolu, là, pardon, excusez-moi, je reprends le fil, le temps qui est révolu, c'est le temps de la bromance avec Olivier Faure. Le 8 octobre, l'ex-maire de Tulle, François Hollande, a décidé de sortir de sa réserve pour attaquer frontalement Olivier Faure. Sur LCP, François Hollande a affirmé, je cite, qu'il faut une nouvelle figure pour diriger le Parti socialiste. Pas vraiment un scoop, mais le changement de ton a surpris et vivement agacé Olivier Faure qui, le lendemain, devait défendre au nom du NFP la première motion de censure contre Michel Barnier en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. On n'abdique pas l'honneur d'être une cible. C'est contenté de répondre publiquement le chef des Roses à une réplique du Cyrano d'Edmond Rostand. Hollande fonctionne par étapes. Après s'être investi pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir et pour affaiblir Emmanuel Macron, il estime maintenant que le temps est venu de se débarrasser de Faure, car c'est le moyen pour casser l'accord avec LFI, décrypte un de ses amis proches. D'autant que le Corrézien a une idée très précise de ce qu'il faudrait faire pour permettre au parti qu'il a dirigé de 1997 à 2008 de retrouver son lustre. Alors, c'est quoi la stratégie Hollande ? Selon lui, un simple congrès, même s'il aboutissait à un remplacement d'Olivier Faure, ne suffirait pas. Il faudrait ensuite lancer des assises pour rassembler la grande famille de la social-démocratie, alors que plusieurs de ses représentants comme Raphaël Glucksmann et Bernard Cazeneuve ont lancé leur propre boutique à l'extérieur du PS. Le temps jusqu'en 2027 doit nous être utile pour la confection d'un programme, le renforcement de l'élargissement du Parti socialiste et le travail de conviction auprès des Français, professe Hollande, lequel ne convoite pas, pour autant, le poste de premier secrétaire. D'ici le congrès, qui pourrait avoir lieu au printemps 2025, il va plutôt s'investir à sa manière, dixit un proche, c'est-à-dire en poussant toutes les personnalités qui iraient disputer la direction du parti à Olivier Faure. C'est ainsi qu'en septembre, l'ancien Cour des comptes était présent au Raoult Sosdem, organisé par Carole Delga et Karim Bouamran, à Bram dans l'Aude et à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Il fait attention, il ne peut pas se mettre en opposition frontale à cause de ses ambitions pour 2027, souffle un familier cité plus haut. Donc, pour l'instant, François Hollande, effectivement, il est sur une stratégie de très long terme. L'enjeu pour François Hollande, c'est pas le congrès de 2025. C'est une étape, le congrès de 2025. Par la suite, en espérant qu'il n'y ait pas de démission du président de la République et de présidentielle anticipée, il faut prendre le temps de reconstruire le Parti socialiste, probablement bénéficier d'un relativement bon score aux élections municipales de 2006, porté par beaucoup de socialistes dans les communes, et reconstruire une social-démocratie et un programme social-démocrate qui crée de l'adhésion. Ce n'est un secret pour personne, François Hollande n'a jamais abandonné l'idée de se présenter à nouveau à la présidentielle. Lui qui s'est tant mordu les doigts de ne pas avoir brigué un second mandat en 2017. La plus grande satisfaction de ma carrière a été d'être président de la République. Mon plus grand regret a été de ne plus l'être, a-t-il ainsi reconnu devant les élèves du lycée Lapérouse d'Albi en septembre. Régulièrement interrogé sur les plateaux télé, le tulliste prend toujours soin de faire comprendre que rien n'est exclu.
Je ne suis pas indifférent à 2027, a-t-il même lâché dans un entretien avec le magazine L'Hémicycle la semaine dernière. Dans l'entourage de l'ancien chef de l'État, certains imaginent déjà un nouveau duel avec Jean-Luc Mélenchon, le plus grand rival de Hollande. La dernière fois que les deux hommes ont eu une vraie discussion, c'était à l'Élysée quand le socialiste était encore président. À peine ont-ils échangé quelques mots à l'occasion de la panthéonisation de Manouchian en février. Pour une élection présidentielle, la question de notre rapport avec LFI ne s'oppose plus, puisqu'ils ont leur candidat, Mélenchon, et puisque les sociodémocrates auront le leur, estime le socialiste. Et ça, c'est un truc qu'a théorisé François Hollande dans son bouquin, le dernier qu'il a écrit là, justement sur l'histoire des gauches et de leur rapport avec le pouvoir. François Hollande a effectivement expliqué qu'il y a toujours eu de gauche dans ce pays et que c'est normal que les deux aient leur candidat. Que d'ailleurs, la notion d'union de la gauche n'est pas une nécessité absolue, notamment en cas d'élection présidentielle. En 81, la gauche n'était pas unie. Et c'est François Mitterrand qui a gagné. Donc c'est... Voilà. En 2012, la gauche n'était pas unie. En 2012, Jean-Luc Mélenchon était candidat. En gros, ce que veut faire François Hollande, c'est plier Jean-Luc Mélenchon une deuxième fois. Il a réussi une première, il ne voit pas pourquoi il y arriverait une deuxième fois. Il ne voit pas pourquoi il n'y arriverait pas une deuxième fois. Donc c'est pas un obstacle, Jean-Luc Mélenchon, et ça peut même être une forme de fuel pour François Hollande, la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Si Hollande ne s'interdit pas une nouvelle campagne présidentielle, il ne sera pas candidat coûte que coûte, mais seulement si les conditions venaient à être réunies, si un trou de souris venait à s'ouvrir. Hollande peut être à 18-19% dans un premier tour devant un Mélenchon à 15-16 et gagner ensuite difficilement face à Marine Le Pen, prophétise un ancien de ses ministres. Mais pour l'heure, l'hypothèse semble surtout stimuler ses soutiens de toujours. Pour le reste de la gauche et une partie du PS, l'ex-maire de Tulle fait toujours autant figure de repoussoir, notamment à cause de son quinquennat. Communiste, écologiste, mais surtout insoumis, continue de l'accuser d'avoir trahi en mettant sur la table la déchéance de nationalité ou le crédit d'impôt compétitivité emploi. En juillet, les Verts et les Mélenchonistes se sont opposés à ce qu'Hollande soit candidat du NFP pour la présidence de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. La preuve qu'à gauche, le statut de l'ancien président de la République n'ouvre la porte à aucun passe-droit, que ce soit aujourd'hui au Palais Bourbon ou plus tard dans la course à l'Élysée. En gros, il a encore du taf, François Hollande, s'il veut réussir à conjurer la malédiction de son propre renoncement à sa succession en 2017. Mais il a une stratégie. Il a une stratégie et pour l'instant, il l'applique pas à pas, méthodiquement, stratégiquement, comme il l'a toujours fait. François Hollande, c'est un vieux roublard du Parti socialiste. Il le connaît par cœur, il connaît les dynamiques par cœur. Je vous avais déjà raconté qu'en 2011, François Hollande a remporté la primaire socialiste pour la présidentielle sur un coup de poker phénoménal. François Hollande s'est lancé dans la primaire, on lui donnait 5% d'intention de vote. Il a surtout gagné grâce à Strauss-Kahn. Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Non, non. C'est plus compliqué que ça. L'arrestation de Dominique Strauss-Kahn a rebattu les cartes, mais n'a pas donné la carte gagnante à François Hollande. Hein. François Hollande était un candidat parmi d'autres à une primaire dont certains étaient mieux avantagés que lui pour remporter le scrutin des socialistes. Hein. Il y avait Fabius, et je crois pas qu'il y avait, Martine Aubry. J'ai un doute là-dessus. Mais non. François Hollande, il a remporté la primaire à l'issue d'une campagne qu'il a actée entièrement sur la question de la jeunesse, d'ailleurs, avec la priorité jeunesse, je m'en souviens. Donc non, c'était pas gagné. Il y avait Montebourg. Fabius, il y avait Aubry aussi. Ouais, il y avait Aubry aussi. Ah, c'est vrai, j'avais voté Aubry, moi, d'ailleurs. MDR. Et surtout, c'était une primaire... la primaire du PS de 2011, c'était une primaire avec un élan absolument phénoménal. Parce que l'enjeu de la primaire de 2011, tout le monde l'avait en tête à gauche, l'enjeu de la primaire, c'était de désigner la personne qui remplacerait Nicolas Sarkozy. Voire même mieux, qui battrait Nicolas Sarkozy. De mémoire, il y avait plus d'1,5 million
Non, c'était même plus que ça, de votants à la primaire de 2011. Euh, 2,6 millions. 2,6 millions de votants au premier tour. C'est ouf. Vous n'avez pas connu ça, hein. Vous n'avez pas connu, mais il y avait des files d'attente devant les permanences socialistes partout en France. Moi, j'ai attendu 1 heure avant de pouvoir voter. Euh, Ouais, ouais, il y avait Manuel Valls qui était candidat également, ouais. Je crois qu'il a pas fait un score énorme, Manuel Valls. François Hollande l'a remporté face à Martine Aubry. Arnaud Montebourg a fait 17%. Ségolène Royal, elle était là aussi, elle a fait 6,9%. Et Manuel Valls, le dernier, avec 5%. Euh, Donc voilà, donc François Hollande, effectivement, a une stratégie. Il veut reconquérir la gauche, il veut marginaliser la France insoumise, et il veut la victoire de la social-démocratie qui retournerait hypothétiquement à l'Élysée. Et pour ça, il a besoin de rassembler toutes les chapelles de la social-démocratie qui aujourd'hui sont quand même assez divisées les unes des autres, hein. C'est ce que disait assez bien l'article sur le fait que, bon, Cazeneuve a créé son propre truc, Raphaël Glucksmann, il a Place Publique. Un peu compliqué. Hum. Il faut qu'ils reprennent les macronistes de gauche. Alors, il faudrait qu'ils reprennent probablement une partie des macronistes de gauche. Il faudrait surtout qu'ils reprennent l'électorat macroniste. L'électorat qui a préféré Macron en 2017 et en 2022. Comment les convaincre de revoter à gauche? Peut-être sur une opposition avec Marine Le Pen, avec le risque d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Ça pourrait fonctionner éventuellement. Mais en fait, l'argument politique de François Hollande, ça va être la crédibilité. Ça va être dire la crédibilité. Les insoumis ne sont pas crédibles, ils sont radicaux, ils sont vitupérants, ils sont bruyants. La France insoumise n'a vocation qu'à être un parti d'opposition. Ils n'ont pas vocation à gouverner. C'est à la gauche du gouvernement de gouverner, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans la stratégie, François Hollande reconnaît lui-même que c'est utile de s'allier à la France insoumise quand c'est nécessaire. Parce qu'encore une fois, François Hollande, il n'est pas débile. Il le sait très bien que le PS n'avait aucune chance en 2024 s'il ne se ralliait pas à nouveau avec la France insoumise. Et ça aurait pu être Jordan Bardella à Matignon. Hmm. Il faut arrêter de dire avoir vocation par contre. Bah, je vais me gêner. Comment Fabien Roussel, on a vu, comment ça a fini pour lui. Ah, Fabien Roussel, ça a bien fini pour lui, hein. Il est toujours à la tête du Parti communiste français. Il va très bien, Fabien Roussel, hein. C'était ça son but, il a jamais voulu être président de la République, hein. Pour l'instant, on verra, mais il est quand même assez solide parce que c'est quand même ce qu'on avait analysé déjà à l'époque du congrès qu'il a regagné. Il a quand même gagné 2 congrès du parti. Les gens qui étaient critiques de Fabien Roussel au PCF, il y en a beaucoup qui se sont barrés pour aller à la France insoumise, hein. Donc au moment où il faut compter les bulletins dans les urnes, bon bah oui, c'est plutôt Fabien Roussel qui est plébiscité par les militants communistes. Il est plus député néanmoins. Tu as raison, il s'est pris une tôle. Il n'a pas réussi à être réélu député. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais bon, semble-t-il que ça ne l'affaiblit pas tant que ça à la tête du parti. Philippe Brun veut créer un courant pour le prochain congrès PS. Très bien. Très bien que Philippe Brun prenne les choses en main. Mais c'est un courant opposé à Olivier Faure, du coup? Ouais, du coup, oui.
Il s'agirait d'arrêter cette mascarade de s'appeler communiste avec un programme SOSDEM. Bah va leur dire. Donc, va dire aux militants communistes qui sont pas communistes. Pitié que le PS retourne dans l'oubli où il était. Ton incantation risque de rester lettre morte puisque tu auras remarqué que depuis 5 ans maintenant, le PS ne fait rien d'autre que revenir petit à petit. Eh oui. Le PS est redevenu attractif. Le PS fait des voix, le PS fait des votes, le PS a de fortes chances de remporter à nouveau des élections municipales. Le PS est arrivé en tête à gauche aux élections européennes. Non, je pense que malheureusement, le vœu que tu formules est un vœu pieux. Mais c'est intéressant parce que il y en a qui ne se rendent pas compte que, en fait, vous apportez une aide assez forte à François Hollande en étant ultra radicaux dans votre opposition au Parti socialiste. C'est exactement ce que veut que François Hollande, ce que François Hollande veut que vous fassiez, en fait. Vous êtes pile poil là où il vous attend. Caricaturaux, violents, dans votre expression évidemment, pas dans vos actes. C'est exactement, François Hollande a besoin que vous continuiez à faire ça pour justement développer l'alternative, en disant, vous voyez, moi je suis le candidat respectable, le candidat honnête, le candidat responsable. Le candidat modéré. Le candidat crédible. C'est tout ce dont Hollande a besoin dans sa conception, ou dans la conception qu'il appelle de ses voeux de la victoire de la social-démocratie. Donc se faire traiter de SOSDEM, se faire traiter de traître, se faire traiter de bourgeois, etc., tout ça, il a besoin, François Hollande, que vous continuiez à le faire. Donc continuez à le faire, ça lui fera plaisir. C'est comme ça qu'il va gagner des électeurs. Le candidat normal. Ah, est-ce qu'il va nous refaire le coup? Est-ce qu'il va nous refaire le coup du candidat normal? C'est parce que Hollande est de droite. Continue. Il aime bien. Je suis adhérent ELV, déclaré SOSDEM en interview, et jamais je ne voterai pour Hollande. Tu pourrais être surpris. Tu pourrais être surpris. Ouais. D'après toi, est-ce que ce serait possible d'avoir un comeback de ce style à droite? Alors, Nicolas Sarkozy a essayé. Nicolas Sarkozy a essayé de revenir à la tête des Républicains pour essayer de défendre à nouveau sa candidature en 2017. Et il a réussi à reprendre la tête du parti, Nicolas Sarkozy. Par contre, il a échoué à la primaire. Et c'est son ancien Premier ministre, François Fillon, qui a gagné. Donc Nicolas Sarkozy a décidé d'arrêter. Et donc, voilà, Sarkozy a raté son comeback. On verra si Hollande réussit le sien. Avec LFI qui n'est plus extrême gauche et le PS qui reprend du poil, le gouvernement Barnier sous Macron, n'y aurait-il pas un décalage vers la droite du cadran politique? Si, il y a une droitisation du paysage politique, clairement. Notamment le parti macroniste. Le parti macroniste qui est arrivé au pouvoir en 2017 sur une promesse de dépassement et d'équilibre entre la gauche et la droite, apparaît à l'exercice au bout de 7 ans de pouvoir et a fortiori dans leur vote et leur position depuis Michel Barnier, comme un parti qui s'ancre dans des thématiques de droite et dans une politique de droite, qui est de plus en plus assumée comme telle. Donc oui, il y a une droitisation. Et c'est sur le fondement de cette droitisation que François Hollande se dit qu'il y a un paysage qui s'ouvre à gauche pour reprendre le pouvoir. Est-ce qu'il a raison ou tort? L'histoire nous le dira. Mais clairement, la gauche est orpheline
d'une incarnation, d'un rassemblement. Alors, le rassemblement, il existe aujourd'hui grâce à la NUPES et au NFP. Quand on regarde auprès, par exemple, des sympathisants de gauche, on se rend compte que les sympathisants de gauche sont très nombreux à plébisciter la NUPES et le NFP. C'est une alliance qui fait plaisir à des électeurs qui en ont marre de voir les divisions en permanence. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre question. Blast a dit qu'il n'y a pas de droitisation. Bah, c'est pas la première fois que Blast dit une connerie, hein. Non, tu confonds avec Jean Tibé... avec... Merde. Le sociologue Tibéri, dont j'ai oublié le prénom, qui a sorti un livre en cette rentrée, dans lequel il... Vincent, merci. Vincent Tibéri. Dans laquelle il analyse et il pose la question de la droitisation de la société. Donc il constate, comme moi, qu'il y a une droitisation politique et médiatique, mais il interroge la droitisation de la société, et dans son livre, il révèle que selon lui, il n'existe pas de droitisation de la société, c'est même plutôt, pour certains sujets, à l'inverse, les gens sont de plus en plus tolérants, de plus en plus ouverts d'esprit, etc., etc. Et je pense que c'est ça que Blast a voulu dire. Ce qui renforce, du coup, le positionnement et l'idée que peut se faire François Hollande en disant « mais si la société ne se droitise pas, il y a qu'à se baisser pour l'accueillir, il y a qu'à présenter une candidature crédible à gauche. » Attention, dans le langage de François Hollande, crédible à gauche, ça veut dire pas LFI. Mais c'est dans sa manière à lui de voir la gauche, on est bien d'accord. Et donc voilà, donc les gens sont ouverts d'esprit, bah, très bien, il faut leur présenter une candidature crédible et let's go, quoi. Il n'y a qu'à présenter une candidature pas trop diabolisée à gauche. Oui, bien sûr, alors là on parle que de la présidentielle, hein, on parle que de la présidentielle, mais oui, ce qu'analyse François Hollande, ce que se dit François Hollande, et je sais pas, d'ailleurs je ne sais pas ce que vous en pensez, il se dit que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais président de la République. Parce que la figure de Jean-Luc Mélenchon provoque un rejet quand même assez fort de la part d'une bonne partie de l'opinion publique. Que Jean-Luc Mélenchon n'est pas consensuel. Alors a-t-il raison, a-t-il tort, j'en sais rien. Et est-ce que mécaniquement ça implique que lui, par contre, lui, François Hollande, serait ce candidat consensuel, machin? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Et j'en suis pas si sûr. Je me méfie. Je me méfie d'un François Hollande qui croirait dur comme fer qu'il a un destin personnel avec les Français, que ça a marché en 2012 et que donc ça va remarcher. Parce que de toute façon, est-ce qu'on a des nouvelles de la perceuse? On n'a pas de nouvelles de la perceuse, c'est vrai ça? Bah je crois que c'est bon, hein, c'est percé, hein. Pour aujourd'hui en tout cas. Ça va, ça a été chiant pendant 30 minutes. Ça va, ça va. Parce que ce que dit, parce que ce que se dit François Hollande, c'est qu'il faut gagner au centre-gauche au premier tour. En fait, il faut se qualifier au second tour en ayant une position de rassemblement large au premier tour. Et une fois au second tour, bah, tous les électeurs insoumis voteront pour toi. Et tous les modérés qui ne veulent pas de l'extrême droite au pouvoir voteront pour toi aussi. Et comme ça, tu peux gagner. C'est sûr que c'est impossible pour JLM de rassembler au second tour. Jean-Luc Mélenchon, ça dépend du second tour. Jean-Luc Mélenchon peut remporter un second tour si c'est face à l'extrême droite. Et à la nécessité près que les gens votent massivement pour lui contre l'extrême droite et que le Front républicain existe encore.
les conditions que je pose sont des conditions difficiles pour un Jean-Luc Mélenchon. Le Front républicain n'existe plus. Bah écoute, on n'a pas vécu les mêmes élections législatives, toi et moi, hein. Quand même. Euh, Pourquoi ça serait forcément Mélenchon le candidat insoumis? Bah parce qu'il l'a déjà été 3 fois. Et qu'il est le meilleur atout de la France insoumise comme candidat. Existe-t-il pour l'instant une alternative comme candidat unique que JLM? Unique à quoi? Mais JLM n'a jamais été candidat unique. Tu dirais unique à toute la gauche, mais c'est mort. Le PCF ne le veut pas, les écolos ne le veulent pas, le PS ne le veut pas, voilà. Un retour du PS Hollande ne serait pas un échec pour Macron? Et que resterait-il des Républicains? Si, un retour au PS de Hollande, ce serait un échec pour Macron. Ce serait la fin du macronisme. Enfin voilà, c'est de la même manière qu'on a déjà analysé le fait que les dernières élections législatives étaient en grande partie la fin du macronisme. Le retour du président précédent, ce serait la fin de la parenthèse macroniste. Et ce serait le constat de son échec. Et que resterait-il des Républicains? À mon avis, les Républicains regagneraient du poil de la bête. Le problème des Républicains aujourd'hui, c'est qu'ils sont écrasés entre le macronisme et le pénisme. Si le macronisme disparaît, ou en tout cas n'est plus au pouvoir, les Républicains pourront reprendre du poil de la bête et recréer un grand parti de droite qui pourrait éventuellement un jour redevenir majoritaire. Hollande peut-il ramener à lui l'aile gauche de la Macronie? Eh bien ça, c'est toute la question. C'est toute la question sur la stratégie Hollande. Est-ce que lui peut rassembler... Alors, l'aile gauche de la Macronie, ça dépend de si on parle des électeurs ou si on parle des députés. Les députés, j'en sais rien. De toute façon, c'est le bordel à la gauche de la Macronie. Pour les électeurs, à voir. Les électeurs qui ont fait confiance à Emmanuel Macron en 2017 et en 2022, mais qui lui reprochent une dérive droitière. Et qui se sentent orphelins du coup d'une politique plus juste. Donc oui, cet électorat-là, oui. Tous les partis ont une aile gauche et une aile droite. Oui, si on veut, parce que de toute façon, encore une fois, la droite et la gauche, ce sont des conventions, donc ça dépend comment on regarde. Les sociodémocrates, ils votent Macron, mais jusqu'à quand? D'autant que Macron peut pas se représenter en 2027 et que un Gabriel Attal, un Édouard Philippe, un Gérald Darmanin auront du mal à dire à leurs électeurs que je suis de gauche et de droite. Même leurs électeurs le croiront pas. D'où l'orphelinat d'une partie de cet électorat-là. Donc l'enjeu est là, hein. L'enjeu est là clairement, le rassemblement large de la gauche, mais pas seulement de la gauche, aussi des gens qui ont quitté la gauche depuis quelques années et que la gauche a vocation à séduire. À nouveau. Comment convaincre des gens de voter à nouveau à gauche?
C'est comme ça qu'on gagne une élection, hein. C'est en transcendant son propre camp et en allant chercher au-delà. Les électeurs de gauche qui ont voté Macron ne sont-ils pas ceux qui avaient été déçus par Hollande? Non, ce seraient plutôt les autres. C'est ceux qui ont potentiellement, en 2017 en tout cas, vu dans euh, Emmanuel Macron une continuation du hollandisme. Non, ceux qui ont été déçus par Hollande, ils ont voté Jean-Luc Mélenchon. À gauche en tout cas. Hmm. Euh, Il a lancé la campagne pour sa prochaine présidentielle. Hollande, non, pas encore. Non, 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 pas encore. Hollande, il a une stratégie à bas bruit et pas à pas, qui consiste à commencer par remporter le congrès de 2025 du PS. Alors, probablement pas lui, hein, c'est pas lui qui sera candidat à la tête du parti. On verra. Mais dégager Olivier Faure, s'émanciper de la France insoumise et essayer de construire largement un programme à même de rassembler un électorat déçu du macronisme et qui rejette Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que le RN déteste aussi Macron parce qu'il le trouve trop à gauche, pas assez dur avec les immigrés malgré Darmanin. Absolument. Oui, bien sûr. Bah, vous écoutez Éric Ciotti, qui est maintenant allié à Marine Le Pen, vous l'écoutez parler du budget 2025, il dit c'est un budget de gauche. Vous faites exploser la dépense publique, enfin vous réduisez pas assez la dépense publique plutôt, vous réduisez pas assez la dépense publique et vous explosez les impôts. Michel Barnier est un Premier ministre de gauche, qui a un budget de gauche. Voilà, bah, ça c'est la critique de Éric Ciotti, puisque chacun est son propre centre. Lui, il voit les choses comme ça. Hmm. Donc, Marine Le Pen est de gauche dans le référentiel de Ciotti. Dans le référentiel de Ciotti, je ne sais pas. Dans celui d'Éric Zemmour, oui. Éric Zemmour accuse régulièrement Marine Le Pen d'être une femme de gauche. Ce qui, dans sa bouche, est une insulte, hein. Enfin, vous l'avez bien compris. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui considère que Zemmour est de gauche? Je sais pas. Non, mais vous savez, enfin, plus on se rapproche des extrêmes dans le champ sémantique et politique, plus de toutes les manières, les mots droite et gauche ont plus beaucoup de sens. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens de demander si lutte ouvrière est plus à gauche que le NPA. Cette question n'a pas de sens. Enfin, on s'en fout. C'est plus le droite et gauche n'est plus le bon instrument d'analyse. Je vous ai toujours dit que droite et gauche c'était des conventions qui étaient utiles pour une vision assez macro des choses. Mais plus vous descendez dans la granularité des idées politiques, plus ça devient débile d'utiliser ces mots-là et personne les utilise. Donc c'est pour ça que, voilà, est-ce que machin est plus à l'extrême droite que truc et tout, enfin, on s'en fout, c'est pas très important. C'est pareil au centre, hein, d'ailleurs, est-ce que le modem est plus à gauche que Horizon? C'est pas très intéressant. Euh, Pour toi, un truc comme le compas politique fait sens? Je sais pas ce que c'est le compas politique, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que ces discussions ne m'intéressent pas.
Le jeu des boîtes, là, d'Usul. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à la base, c'était une blague. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pris premier degré, le jeu des boîtes. Au début, c'était une blague qui, justement... Enfin, les blagues, ça s'explique pas, parce que sinon, c'est beaucoup moins drôle, mais le but, c'était de démontrer l'appauvrissement de la discussion quand tu résumes le sujet à juste deux boîtes. Et bon, bah, il y a des gens qui, premier degré, classifient tout en droite et gauche, et ils me font un peu peur, ces gens-là. Je me dis, c'est quand même un peu... Putain, c'est un peu débile. Enfin, t'as conscience que... Non, tu te rends pas compte? Non, d'accord, bon, c'est pas grave. T'as le droit. Hmm. Quand est-ce que sera dispo la rediff du dernier Backseat? Quoi? Mais elle est dispo depuis hier, en intégralité? Attends, tu me fais flipper. Non? Bah si, le dernier Backseat, c'était il y a 2 semaines. Si, 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 si. Il n'y a pas eu Backseat pendant 2 semaines, je vous rappelle, hein. Non, non, mais oubliez pas, hein. C'est pour ça que le dernier épisode, c'est celui d'il y a 2 semaines. C'était le dernier épisode de Backseat. Le prochain, c'est samedi. C'est jeudi, pardon. Soyez là jeudi. D'ailleurs, je vous annonce, avec grand plaisir, mesdames et messieurs, que à l'occasion de cette émission Backseat, jeudi prochain, prenez note, notez-le dans votre agenda, nous recevrons en invité politique, ni plus ni moins, que le rapporteur général du budget 2025, Charles de Courson, sera notre invité politique sur le plateau de Backseat, le grand Charles de Courson. Je vous rappelle qu'il est rapporteur général du budget, hein, donc c'est un des députés les plus importants du moment. C'est littéralement lui qui pilote le budget. Et il sera en plateau sur Backseat pour parler du budget, justement, et des nombreux débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Il sera en présentiel cette fois-ci, absolument, il sera là, il nous l'a reconfirmé. Je trouve que c'est dépolitisant de dire que droite et gauche, ça n'a pas de sens ni d'importance. Les façons de voir la société sont définies par le curseur, base de la haine. Alors non, déjà c'est pas la base, historiquement en tout cas. Et d'autre part, j'ai jamais dit que droite et gauche, ça n'avait pas de sens ni d'importance. J'ai dit que ça perdait de sens, d'importance et d'utilité au fur et à mesure qu'on descendait dans le détail. Mais c'est très 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 utile de parler de droite et gauche pour définir des camps politiques dans les grandes masses. Mais au contraire, je trouve même que c'est dépolitisant. Pour aller carrément contre ton argument, je trouve que c'est dépolitisant d'utiliser droite et gauche à tort et à travers. Ça empêche de penser la politique avec d'autres termes, d'autres mécanismes, comme l'autoritarisme, le libéralisme, l'interventionnisme, la solidarité, l'égalitarisme, le conservatisme, le nationalisme. Il y a d'autres instruments, il y a d'autres mots pour penser la politique qui sont plus utiles que juste droite, gauche. C'est mon point de vue. C'est pour ça que vraiment les débats sur Twitter pour savoir qui c'est qui est de gauche, qui c'est qui est de droite, moi j'y participe pas parce que ça m'intéresse pas. Et je vous empêche pas d'y participer si ça vous intéresse. Vous avez, une fois de plus, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi et encore heureux. Sans la perceuse pour confirmer, c'est compliqué. C'est vrai que j'ai besoin d'une perceuse pour, pour imposer mon point de vue. De toute façon, c'est mon stream, c'est moi qui ai le micro, alors c'est moi qui ai raison, d'accord? Alors merde, hein. Et de toute façon, vous qui me suivez sur Twitch, vous êtes tous des fans. C'est du fanatisme, d'accord? Vous êtes d'accord avec tout ce que je dis. Vous êtes des fans.
J'adore les fans. J'adore mes fans. Si vous voulez que je vous dédicace mon livre, y a pas de problème. Les gens zouzent. Ouais, c'est ça. Vous êtes mes fans, donc vous allez me défendre partout sur Internet, d'accord? Je veux vous voir défendre mon point de vue sous tous les tweets, sous toutes les vidéos YouTube, dans tous les chats Twitch. Je veux que vous soyez insupportables. Euh... Qu'on soit bien identifié comme comme une communauté toxique au possible. Vraiment, les fans de Jean Massier, on n'en peut plus. Ils sont à gerber, ils sont là tout le temps partout. Voilà. S'il vous plaît, je suis dédicace possible au théâtre. Ouais, bien sûr, t'inquiète. Euh, Voilà, ne faites jamais ça, je vous en supplie, par pitié, jamais. Faites pas ça. Non. Par contre, abonnez-vous. Alors ça, par contre, oui, ça, le comportement d'abonnement, notamment avec Amazon Prime. Vous connaissez Amazon Prime, c'est gratuit. Ça vous permet de vous abonner à ma chaîne gratuitement. Profitez-en. Ça, ouais, ça, l'abonnement à ma chaîne montre que vous êtes un citoyen supérieur à la moyenne. Est-ce qu'on peut se déguiser en Jean Massier pour Halloween? Ah non, quel enfer. Hollande, président de quoi? Hollande, président de la République en 2027. Ça a été call sur ce stream. C'est ici que vous l'avez appris en premier. Et les citoyens sont égaux? Non. Non. Les citoyens qui sont abonnés à la chaîne Twitch de Jean Massier sont au-dessus du lot. Ça, c'est un consensus scientifique. On est tous d'accord avec ça. On est tous égaux, mais certains plus que d'autres. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour? Elle est dure cette question. Est-ce qu'on a fait le tour de François Hollande? Peut-on faire le tour de François Hollande? Non, alors, pas le physique. Attends, non, commencez pas. Hein. Ah, je t'ai vu, hein. Tu as pensé très fort. J'ai une question par rapport au backseat spécial émission américaine. Tu feras de l'analyse des résultats des partis et des candidats ou de la réflexion politique américaine, et si oui, avec des experts ou des gens habituels? Les deux, on va tout faire. Le backseat du 5 novembre est un backseat spécial élection américaine. On va faire une émission de 21h à 4h du mat, au cours de laquelle il va y avoir beaucoup de choses et beaucoup de monde. Il va y avoir des chroniqueurs de backseat qui seront là, évidemment. On va discuter de plein de choses, évidemment, en lien avec la présidentielle américaine. On va aussi avoir des journalistes en plateau, on va avoir des experts, on va avoir des historiens, des chercheurs, des gens qui ont des choses à nous apporter et à nous apprendre pour nous aider à cerner cette élection très particulière. Moi, je n'ai pas suivi autant que j'aurais voulu la présidentielle américaine, je vais pas vous mentir. Hein. J'ai lu des articles par-ci par-là, j'ai regardé des trucs, mais clairement, j'avais le nez dans Barnier, moi. Hein. Je pouvais pas suivre. On a eu les élections en juin dernier et tout. Enfin bref, on a eu un été quand même assez chargé en France, donc j'ai pas autant suivi que j'aurais voulu. Donc j'assume complètement de ne pas tout savoir sur les États américains et tout. Donc heureusement, on aura sur le plateau des gens qui savent, qui répondront à nos questions, tout ça. Et puis il y aura vous, le chat, hein. Toujours là. Ne mettez pas votre nez dans notre Premier ministre. Pourra-t-on avoir une petite synthèse avant mardi? Une synthèse de quoi? Qu'est-ce que je synthétise? Je peux pas synthétiser l'émission avant qu'elle ait lieu, hein, ça va être dur. Ça risque d'être déprimant les résultats. Ah bah ça, nous on n'est pas responsable. Hein. Il y a un moment, nous on est une émission sur Twitch en France. Hein. On fait ce qu'on peut. Les résultats, on n'est pas responsable. Non, par contre, il est possible qu'on n'ait pas encore les résultats à 2h du mat. À 4h du mat. En fait, ça dépend beaucoup des années. Enfin,
La dernière fois, les résultats sont tombés à 3h, 3h30. Notamment les swing states, c'est les États les plus importants. Les swing states sont tombés à 3h, 3h30. Donc on avait le résultat à 4 heures la dernière fois. En fonction du temps de dépouillement dans les États, etc., il est possible que ça tombe à 4h, 4h30. Bon, évidemment, on fera durer Brexit plus tard. Enfin, on va pas faire 1 heure de plus parce qu'on peut pas et parce que c'est pas très respectueux vis-à-vis des techniciens et tout. Donc, mais on essaiera de faire le maximum. Il est aussi possible que les résultats, on mette plusieurs jours à les avoir. Il est possible que l'Amérique soit dans un état d'indécision pendant 3 jours. Ça, c'est quoi un colistier aux USA? Un colistier dans tous les pays du monde, c'est quelqu'un qui partage une liste avec toi, une liste aux élections. Aux États-Unis, on utilise le mot colistier pour désigner le vice-président présenté avec le candidat. Parce qu'aux États-Unis, tu te présentes à la présidence fédérale avec le nom d'un vice-président. C'est pour ça qu'on appelle ça un ticket avec deux personnes, président, vice-président, et le vice-président s'appelle le colistier. Voilà. Est-ce que tu prévois de faire un stream de couverture de la prise du Capitole 2 jours après le vote? Je peux pas, les gars, je peux pas. Moi, je suis un streamer sur Twitch. Je n'ai pas la force de frappe de CNN, de BFM TV, voilà, je suis désolé, j'ai pas de caméra satellitaire partout à la surface de la planète pour couvrir l'actualité immédiate. Ça, je sais pas faire. Donc là, on va le faire spécialement pour les élections parce que c'est plus facile. Les élections, c'est cadré, on a des remontées d'informations précises, etc. On peut anticiper. Mais moi, je n'ai jamais fait de suivi. D'ailleurs, j'ai jamais fait de suivi de manif, par exemple. Brut, ils ont Rémi Buzine qui sait faire ça. Il est sur le terrain, il a les appareils prévus pour. C'est un savoir-faire. Moi, je ne sais pas faire. Moi, je fais du commentaire d'actualité politique. Abonnez-vous et donnez à Baxit pour avoir notre nouveau satellite. Ouais, faites des dons à Baxit. D'ailleurs, faites des dons à Baxit. Hein. Vous savez que Baxit, c'est grâce à vous. Hein. Merci pour vos dons mensuels. Point d'exclamation Baxit sur le chat. C'est grâce à vous qu'on fait Baxit. Rejoignez le club. Reporter de guerre, ça s'improvise, t'es caté. Ouais, non, voilà, tu vois, c'est pareil, les gens qui me disent, ouais, est-ce que tu vas faire une couverture de la guerre au Liban? Je dis, mais les gars, je peux pas couvrir la guerre au Liban. Je peux interviewer des journalistes sur le plateau de Baxit qui sont au Liban ou qui y ont été, mais je peux pas. Je suis pas une chaîne d'infos en continu. Et puis au demeurant, j'ai pas envie de faire ça. Hein. Je vous jure que. Pour un suivi, branche-toi sur une chaîne américaine parfaitement indépendante comme Fox News. Ouais, alors par ailleurs, je n'ai pas les droits de diffusion de la télévision. Donc si j'ai pas les droits, je peux pas diffuser. Je sais que tous les streamers font pas ça, mais moi je le fais. T'aurais du style avec le casque et le gilet. Non. Comment ça, le respect de la loi? Ouais, non, mais bref. Je veux pas rentrer dans le débat, ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est possible de profiter du backseat nu américaine pour parler des Américains accidentels? Ce sont les Français nés aux États-Unis qui doivent payer des impôts aux deux pays à cause du FATCA, avec menace de fermeture de compte bancaire. Ça me paraît un peu précis le point dont tu parles, si je puis me permettre. Je suis pas sûr que ce soit un élément central du débat qui agite la société américaine pour ces élections présidentielles, donc je ne peux pas t'apporter la garantie que nous l'aborderons sur le plateau. Et si d'aventure c'était abordé sur le plateau, ça risque de durer 1 minute 30 à tout péter. Le temps de traitement du sujet. Pareil, hein, je peux pas faire de miracle. Je mourrais d'envie hein, de faire des émissions ultra précises sur tous les sujets du monde et tout, mais c'est comme sur YouTube, il y a des gens qui demandent, qui disent ouais, c'est un scandale, vous avez pas abordé telle étude qui est sortie il y a 2 ans en japonais.
et qui explique précisément que. Et toi, t'es là, tu fais, mec, je fais ce que je peux, je fais des émissions sur Internet, j'essaye. C'est honteux. Non, mais je sais. Je devrais avoir honte. Je devrais avoir honte. Et pourquoi vous faites pas une émission spécifiquement sur ce sujet qui me passionne? Bah, désolé. Désolé. Les gens jamais contents. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Vous êtes des gens adorables dans les commentaires sur YouTube, sur Backseat, vous êtes vraiment adorables. Merci pour les commentaires que vous mettez, merci pour les clins d'œil, merci pour les anecdotes, les refs et tout. Il y a des gens qui témoignent dans les commentaires en disant des trucs perso et tout. C'est trop marrant, ça me fait super plaisir à chaque fois. Donc merci du fond du cœur. Hmm. Tu devrais répondre, mais pourquoi tu ne l'as fait pas toi? Non, mais non, ben oui, non, je pourrais répondre ça, mais c'est pédant, tu vois, ça fait vraiment pédant. Déjà que j'ai la réputation d'être pédant, là en plus, non. Une fois, il y avait un mec qui m'avait fait un commentaire comme ça, qui m'avait piqué dans mon ego, qui m'avait dit un truc du genre, c'est absolument honteux que vous ne fassiez pas une émission entière pour expliquer précisément ce que je pense moi. Et je lui avais répondu un truc du genre, bah, si on le fait pas, c'est parce que tu le penses déjà. Je vois pas très bien ce qu'on pourrait t'apporter. Il avait dit non, non, mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, oui, d'accord. Donc tu veux que nous, on fasse ton boulot de convaincre les autres, d'accord. C'est gentil. Hello Jean, je voulais te demander si vous alliez couvrir la présidentielle américaine dans Backseat. Il y a une chance sur deux pour que ce soit du troll, et une chance sur deux pour que ce soit une vraie question. Je sais pas laquelle des deux me fait le plus bader. mais, mais on va dire que c'est du troll et que c'est du très bon troll. Elle est très drôle. Non, non, non. Si vous voulez vraiment troller de manière rigolote, vous venez dans mon stream le lendemain des élections américaines et vous écrivez dans le chat. C'est quand même dommage que t'aies pas traité les élections américaines. Franchement, c'est décevant, hein. Tu dis que tu couvres l'actualité politique, là, il y avait quand même un enjeu, hein. Alors non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça pour une raison très simple. Attendez. Non, 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 ne faites pas ça. Le marquez pas dans votre agenda tout ça. Et ne le faites s'il vous plaît pas parce que le lendemain du 5 novembre, je fais une émission en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale sur le sujet du cancer. Donc j'aurai sur mon plateau des chercheurs, j'aurai sur mon plateau des cliniciens, etc., pour parler de la question de la recherche contre le cancer. Donc ça va être une émission super intéressante. Venez, ça va vraiment être passionnant. C'est une émission en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale. C'est la 5e émission que nous faisons sur ma chaîne en partenariat avec la FRM. Donc s'il vous plaît, ne débarquez pas dans une discussion où on parle du cancer en trollant sur la présidentielle américaine, parce que mes invités sur le plateau, ils risquent de pas comprendre la vanne. Et moi, je vais rougir là sur le plateau aussi. T'as un chercheur qui accepte de claquer son après-midi pour venir s'exprimer dans ta chaîne pour parler de son métier, de la recherche, du cancer, etc. Et il regarde le chat et il voit que des mecs qui font MDR, les élections américaines. Non, s'il vous plaît, laissez-moi un peu de crédibilité quand même, sinon ils voudront plus jamais travailler avec moi. Mais venez le surlendemain. Ouais, venez le surlendemain. Voilà, on va faire ça. Venez le surlendemain. Quand je suis en train de parler d'autre chose, là vous débarquez tous et vous faites bah alors, franchement, c'est dommage que t'aies rien fait pour les élections, hein. Voilà. Donc vous notez la FRM le 6 et, et le 7, vous venez troller.
Alors, c'est dommage que t'aies rien fait sur le cancer. C'est vrai, ça, Jean, pourquoi tu parles jamais de recherche médicale? Tu devrais parler de recherche médicale. Les modos notes également. Ouais, ouais, notez, notez les modos. J'ai pas encore l'heure exacte, on est en train de caler ça. Mais, ah oui, autre truc, j'ai remis au goût du jour la tradition de la publication de la prog de la semaine. Je vais essayer de m'y tenir, parce que je j'ai pas publié de prog depuis mon hospitalisation. Donc ça fait longtemps quand même que j'ai pas publié de prog. Donc c'est le retour de la prog, mesdames et messieurs, que je ne publie plus sur Twitter, parce que j'ai quitté Twitter, mais sur Threads. Je vais essayer de m'y tenir, je vous garantis rien. Le lundi, je poste la prog. Voilà. Pourquoi tu parles pas des jeunes et de la politique? Donc voilà. Suivez-moi sur Threads et comme ça vous aurez le lundi la prog. La prog sur Twitch, alors la prog sur Twitch, le problème c'est que j'ai pas le réflexe de la changer et du coup elle a tendance à rester. Est-ce que vous suivez les progs sur Twitch? Vraie question. Est-ce que vous suivez les progs sur Twitch? Est-ce que c'est utile pour moi de mettre à jour la prog sur Twitch? Ou est-ce que objectivement ça sert à rien? Ok, c'est l'enfer, il y a autant de non que de oui. Alors ça part en sondage. Calmez-vous, 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 calmez-vous. On fait un sondage, on fait un sondage. Hop. Voilà, le sondage est dans le chat, vous cliquez, vous votez. Vous me disiez si voilà, si c'est utile de mettre à jour la prog sur Twitch. Moi, je ne suis aucune prog sur Twitch, d'aucune vidéo, d'aucun streamer que je suis, parce que je sais pas, j'ai jamais eu le... J'ai jamais eu le réflexe. Mais si ça vous est utile, je pourrais peut-être le faire, ouais. Quand t'as toujours la même, c'est pas utile. Mais moi, j'ai pas toujours la même, c'est ça le problème. C'est que mes streams dépendent un petit peu de mon actu. Le lundi, ça dépend des réunions et des rendez-vous et des progs, etc. Le mardi et le mercredi, bah, c'est les QAG, donc a priori, ça devrait tenir. Le jeudi, backseat, ça dépend des jeudis. Il n'y a pas toujours backseat le jeudi, enfin, on essaye au maximum. Et le vendredi, c'est un peu le bordel. Hmm. Hmm. Vu le sondage, tu peux t'en passer si c'est une contrainte pour toi. En fait, c'est pas tant une contrainte pour moi. En fait, c'est pas que c'est une contrainte pour moi, c'est que si j'oublie de mettre à jour la prog, j'ai pas envie que des gens s'attendent à ce qu'un stream démarre, alors qu'en fait, je suis désolé, je me suis trompé, j'ai oublié de supprimer le stream. Genre, si je fais un stream un lundi à 15h, et le lundi suivant, je fais pas de stream, j'ai peur qu'il y ait des gens qui se pointent à 15h en se disant, bon alors, le stream, il commence quand? Et ça me ferait chier de vous frustrer. Elle est là mon enjeu. Résume ta prog comme tu viens de le faire là, ça tiendra globalement de façon générale. Ouais, t'as raison. D'ailleurs, Backseat, c'est toujours 19h ou 18h30. Alors, ça, malheureusement, ça dépend des semaines. Cette semaine, Backseat commence à 18h30. Cette semaine, ce jeudi-là, c'est 18h30 Backseat. Et la première demi-heure, soyez là parce qu'on va avoir des invités incroyables. Et on va aborder des sujets passionnants. Ah bah ça a déjà été annoncé, donc je peux vous l'annoncer. Nous allons à 18h30 recevoir sur le plateau des invités spéciaux pour parler d'une actualité chaude. Il s'agira de Paloma Moritz, la journaliste de Blast, oh là là, de Cyril Dion, l'activiste pour le climat, et de Marine Calmet, qui est journaliste. On va parler de l'emprisonnement de Paul Watson. Bon, ok, vous êtes 50-50 sur la prog. Merci. Donc ouais,
Cyril Dion, Paloma Moritz et Marine Calmet vont venir répondre à mes questions sur le sujet de l'emprisonnement de Paul Watson et de son avenir juridique et du combat qu'il mène pour la préservation des baleines en l'occurrence. Donc voilà, c'est le mec des baleines. Oui, oui, c'est le mec des baleines qui a été emprisonné et ça pose un milliard de questions d'actualité. Donc on va en parler avec ces trois invités que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu as un boulot en plus du stream? Non, je travaille que pour vous. Je ne travaille que pour vous. J'ai pas de boulot à côté. Quoi d'autre? Non, mais je crois que c'est tout, hein. Euh, Vous allez parler de ces positions pas ouf. Ouf. Ouais, ouais, je prévois de poser une question. Si on a le temps, je prévois de poser une question effectivement sur les prises de position de Paul Watson qui font débat, qui en tout cas ne font pas l'unanimité. C'est dommage que vous invitez pas le premier intéressé, Paul Watson. Ah, je vais t'en mettre une. Euh, je vais m'arrêter, les amis. Il est quelle heure là? Ça fait 2 heures. Non, écoutez, c'était très bien pour ce petit stream revue d'actu du lundi. Demain, je vous donne rendez-vous à 14 heures pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Didoum. Ouais, non, ça va bien se passer. Merci d'avoir été là. Je vous fais des zoubis. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos subs et vos resubs. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.